Alors Théodore Dalrymple, pour ceux qui ne le savent pas, est donc un psychiatre. Il a travaillé beaucoup en Afrique, d'ailleurs parfois dans des endroits où il a dû gérer des crises, des génocides, etc. Donc il a été confronté déjà à beaucoup de traumatismes dans son travail. Et il a décidé de finir sa carrière par rapport à ce que lui, il aime, c'est-à-dire se sentir utile au maximum. Et là où il se sent au maximum utile, c'est là où il y a le plus de mal. Et là où il y a le plus de mal par chez lui, c'est les banlieues est de Londres. Il a non seulement décidé d'y travailler en hôpitaux, mais aussi en tant que psychiatre dans les prisons, pour ses 15 dernières années d'exercice. Donc il écrit son livre qui nous intéresse aujourd'hui en 2001, qui s'appelle Life at the Bottom, donc on pourrait traduire ça par culture du vide, et donc ça va s'intéresser justement aux origines du mal, donc principalement dans ces banlieues est londoniennes, où on est confronté à des situations sociales vraiment exécrable. Donc il nous prend souvent des exemples de familles complètement déstructurées. Donc alors il a comme patient des hommes extrêmement violents, des hommes alcooliques, des hommes drogués, des femmes qui ont 3 enfants de 3 maris différents où aucun des enfants n'a connu son père. Donc pareil, là aussi on est sur des familles très déstructurées qui n'arrivent pas du tout à garder un conjoint de façon stable. Donc ça va être des femmes battues, de la violence généralisée, des enfants mal éduqués, des enfants battus aussi, vraiment des conditions sociales les plus complexes. Et lui, il a passé donc une grande partie de sa vie à essayer d'aider ces gens-là et de comprendre comment on en arrive là. Alors là où ça m'intéresse personnellement, et c'est pourquoi j'ai sauté sur cette vidéo quand j'ai vu le titre L'origine du mal, c'est que comme vous le savez, moi je vis au sud du Nigeria, donc c'est un endroit, c'est une zone de non-droit, on doit sortir en étant avec des hommes armés dans la voiture, on n'a pas le choix, et c'est un endroit où il y a énormément de violence, énormément d'agressivité, et où en gros il y a très peu de forces de l'ordre, très peu d'autorité, c'est la loi du plus fort qui prévaut. Et cet endroit-là, qui a un énorme contraste avec mon enfance, où moi j'ai grandi dans les campagnes françaises, m'a fait réaliser à quel point en fait c'était pas si évident que ça d'être dans des endroits où on respecte les autres, etc. Et vu que j'ai eu un peu d'attention là-dessus, quand je suis rentré en France ces dernières années, que les transports en commun ont commencé à craindre vraiment, alors c'était déjà le cas depuis très longtemps, mais j'ai été confronté à pas mal de situations où quelqu'un rentre dans le wagon, va t'insulter, va insulter les gens qui y a à côté, va avoir des comportements agressifs, avec des situations tendues où il n'y a plus vraiment de solidarité entre les gens. Ça, en plus des amis qui vont se faire agresser à Bordeaux, des copines qui ont peur de sortir après une certaine heure dans pas mal de villes. Et en plus de ça, bien sûr, la perte de contrôle de certaines banlieues où tu as l'impression que c'est pareil, des zones de non-droit où les pompiers vont se faire caillasser. Enfin, quand on arrive à ce niveau-là, de caillasser les pompiers, où tu dis que y a quand même un lien social qui est cassé. Il y a forcément, il y a un contrat social en tout cas qui est plus respecté. Donc moi, ça m'intéresse de savoir comment fonctionne ça. Donc c'est ce dont parle Théodore Dalrymple, donc c'est pour ça que c'est génial. Comment ça se fait qu'aux États-Unis, il y a aussi des zones résidentielles protégées qui commencent à arriver, au Brésil, dans plein d'autres pays. Et chez nous, il y a clairement des gens qui quittent les banlieues parce qu'ils s'y sentent plus bien du tout, qui s'y sentent plus en sécurité, ils sentent qu'il n'y a plus le lien social qu'il y avait avant. Et Théodore Dalrymple analyse tout ça en étant carrément confronté, lui, aux patients qui sont carrément des prisonniers, donc vraiment dans le mal, et aussi dans les hôpitaux où il va être confronté en psychiatrie avec des femmes et des hommes qui sont dans des situations d'expulsion de la société quasiment les plus extrêmes. Donc on va voir ça ensemble avec lui. On va commencer aujourd'hui avec le premier chapitre. Je voulais remercier Maudin Malin qui est la personne qui est la première à avoir traduit ce livre en français. C'est grâce à lui que je peux faire moi cette vidéo. Et je pense qu'on va entendre parler de cet auteur et de ce psychiatre en France de plus en plus puisque c'est la première fois qu'il va être traduit en français et distribué chez nous sous forme de livre. Allez, c'est parti. Donc, selon lui, il y a une partie du problème de ce avec quoi lui il a été confronté dans les prisons, dans la vie quotidienne des gens extrêmement miséreux, extrêmement violents, qui vient du fait qu'il y a aujourd'hui d'ancré dans les mentalités qu'en gros, chacun a le droit d'être heureux. Donc cette idée que chacun a le droit d'être heureux, chacun a le droit au bonheur est devenue une sorte d'acquis en fait, qui est venu avec des révolutions des révolutions culturelles et sociales qui ont 30, 40, 50 ans. Alors une des révolutions bien entendu c'est la baisse de l'influence de la religion puisque ce dernier millénaire en Occident c'était si vous avez un bon comportement alors vous irez au paradis.
ces 50 dernières années, avec la baisse de cette influence-là, on a eu une sorte de contre-pied. Non, le bonheur n'est pas accessible qu'aux personnes qui sont juste religieusement parlant, mais il doit être accessible à tout le monde. Et le fait qu'on considère maintenant aujourd'hui que c'est un acquis, ce droit au bonheur, ce droit d'être heureux, ça fait que l'état d'esprit d'une personne ou son humeur est ou devrait être indépendant de la manière dont elle vit sa vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus de corrélation entre notre comportement, notre façon d'agir au quotidien et le fait que quoi qu'il arrive, c'est un droit inaliénable, j'ai le droit d'être heureux comme tout le monde. Donc, on a une déconnexion entre la récompense et la conduite qu'on adopte. Alors, le souci, donc ça, c'est ce qu'il a constaté souvent dans ses rendez-vous médicaux, dans ses rendez-vous psychiatrie, c'est que les gens estiment avoir le droit au bonheur comme tout le monde, puisque c'est l'État qui apporte ce droit, ou c'est la morale. En tout cas, la morale dit qu'il n'y a aucune raison, stricto sensu, que je ne sois pas plus heureux que mon voisin d'à côté. Donc, peu importe mon comportement, j'ai le droit inaliénable à ce bonheur-là. Et donc, ce manque de corrélation, ça prive notre existence de sens. Puisque l'accès au bon, ou l'accès au bonheur, si vous voulez, n'est qu'une question de chance au bout d'un moment. S'il n'y a plus de corrélation entre moi, ce que je fais, et mon droit inaliénable à cet accès, c'est une question de chance ou c'est lié à des événements sur lesquels je n'ai pas le contrôle. Donc je vais considérer que peu importe mon comportement, je vais avoir droit à ce bonheur. Alors ce qui est un peu embêtant, c'est que de mon côté, ça me semble assez logique, ce constat-là, que en effet, aujourd'hui l'accès au bonheur est une revendication et presque considéré comme un droit. Mais j'ai grandi avec un système où mes parents m'ont en gros inculqué une sorte de méritocratie. Donc ils m'ont dit, très simplement, mais comme énormément de monde, tu travailles à l'école, tu auras donc une meilleure vie, fais passer les plaisirs rapides après le travail, fais passer le travail en premier. C'est voilà un système de méritocratie assez basique. Mais je pense que pour certains, ce changement n'est pas vraiment clair. Donc du coup, je vais quand même donner un exemple. Il y a quelques années de ça, on va dire, je sais pas, dans les années 60, quelqu'un qui n'avait pas de travail, c'était un peu la honte. Globalement, la honte du village, il fallait travailler en fait. Alors aujourd'hui, on pourrait considérer que c'est toujours vrai, mais en fait, ça n'est plus dans les classes sociales qu'étudie Dalrymple. C'est-à-dire que on le voit ça régulièrement sur des vidéos, il y a des gens qui vont même se mettre en avant parce qu'ils touchent la CAF ou le chômage, et ils touchent plus que des personnes qui travaillent. Ils vont même en être fiers en fait. Donc là, il y a un changement qui s'est effectué, tout du moins dans ces classes sociales qui sont justement en difficulté. Donc maintenant, je pense que vous voyez à quel type de changement de valeur il fait référence. Et ce qui est intéressant, c'est que si on considère en effet qu'il n'y a plus de corrélation entre nos actions et le droit au bonheur, dans ce cas, pourquoi s'embêter à faire des actions qui nous prennent de l'énergie et qui sont des actions désagréables, mais qui apportent une stabilité long terme. On n'a plus besoin de ces actions-là. Et c'est là d'où vient le problème. Dalrymple parle justement de ce trait de caractère qu'il retrouve chez la plupart des patients qui sont dans ces situations compliquées, c'est qu'il privilégie toujours les plaisirs rapides à la mise de côté de ces plaisirs pour des choses plus besogneuses mais qui auront un impact positif sur le long terme. Donc une fois qu'on a cassé cette corrélation-là, qu'il y a un lien entre j'ai travaillé dur, j'ai fait des choix et j'ai un résultat positif en fonction des choix que j'ai faits, eh bien on va vers quelque chose qui s'apparente au mal-être. Le mal-être qui est d'ailleurs aujourd'hui particulièrement détourné en dépression. Sauf que Dalrymple fait un distinguo assez important, lui il est vraiment attaché à ça, le fait que une grande partie des patients qu'il côtoie ne sont pas en dépression. Ils n'ont pas les symptômes de la dépression, ils ne sont pas médicalement en dépression, ils sont malheureux. Le souci, c'est que être en dépression, c'est être malade. Et donc être malade, c'est indépendant de notre volonté. C'est je suis malade, c'est pas de chance, et c'est le médecin qui a le rôle de me soigner, qui a la responsabilité de me soigner. Alors que si vous êtes malheureux et que vous vous estimez malheureux, la personne qui est responsable de votre malheur, c'est vous-même. Et là, vous obtenez un grade de responsabilité. Donc c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus lâche d'une certaine façon de se décrire ou de se considérer comme étant en dépression, puisqu'à ce moment-là, la responsabilité de la dépression incombe au médecin. Donc là, pour le coup, au psychiatre. Donc lui, il fait un distinguo bien particulier entre ce mal-être et une vraie dépression. Donc ce qui se passe en fait, c'est que le patient s'aveugle volontairement sur la conduite qui, de manière inévitable, va provoquer son malheur.
Au fond de lui, il le sait. Alors ça, je vais y revenir parce qu'on pourrait considérer que le patient ne sait pas qu'est-ce qu'est une bonne conduite ou qu'est-ce qu'est une conduite qui amène au malheur ou au bonheur. Mais Dalrymple considère que les patients le savent. Donc je vais y revenir tout à l'heure. Du coup, en fait, je vais vous citer mot à mot la traduction de Maudin Malin vis-à-vis du livre original. Il s'ensuit un pas de deux entre le médecin et le patient. Le patient fait semblant d'être malade et le médecin fait semblant de le soigner. En fait, cette déresponsabilisation du patient, elle est encouragée par le médecin qui le considère comme malade. Alors que le fait est qu'il n'est pas malade, qu'il est simplement malheureux à cause de ses gestes et de son comportement. Donc lui, il arrive à la conclusion qu'en fait, un médecin courageux, et en fait, il a mis du temps à comprendre ça, un médecin courageux, et le rôle vrai du médecin, c'est justement d'accepter qu'il ne peut pas aider ce patient puisque il n'est pas malade. Donc en fait, un médecin courageux n'aura non pas le courage de dire je vais vous soigner, mais aura le courage de dire je ne suis pas, ce n'est pas dans mes compétences de vous soigner puisque vous n'êtes pas malade. Et que le résultat de votre situation aujourd'hui, de vos mal-être, vient de votre comportement et de vos actions et non pas d'une maladie que je pourrais soigner. Voilà, donc ça c'est une des conclusions qui vient dans le premier chapitre. Aujourd'hui, on parle que du premier chapitre en fait. Reconnaître la maladie du patient est un obstacle à l'affrontement du vrai problème qui est le comportement du patient. Alors, on en revient donc à la conscience des choix des gens, parce que ça c'est quand même un domaine intéressant. On pourrait dire, ces gens manquent d'éducation, et donc du coup ils ne savent pas que leurs choix vont leur entraîner du malheur. C'est un argument qui est sorti régulièrement. Donc lui, il contre cet argument avec ses propres exemples. Donc lui, il amène l'exemple de plusieurs centaines de patientes qu'il a eues, principalement des situations, donc ça va être des femmes qui vont avoir plusieurs enfants, des fois 3, des fois plus, à chaque fois avec des maris différents. Et donc, elles s'enferment dans une sorte de cycle où elles rencontrent un nouveau conjoint, donc elles vont faire un enfant avec lui, soit pour essayer de le garder, soit parce que c'est un alcoolique notoire, et que du coup, pour essayer de le rendre plus responsable, elles vont faire un enfant avec lui. Bien entendu, ça ne fonctionne pas. Et du coup, elles s'enferment dans une situation où elles ne peuvent plus prétendre qu'à des garçons instables, puisqu'elles sont elles-mêmes la représentation d'une femme instable. Et c'est pareil dans le sens opposé. C'est-à-dire qu'un homme qui va avoir une situation sans travail, alcoolique, il ne va pas attirer des femmes qui sont stables et qui cherchent un homme serein, qui sont des femmes éduquées, qui cherchent un homme serein qui va pouvoir apporter de la stabilité dans le foyer. Donc, les actes que vous mettez en place ont forcément des conséquences sur le partenaire auquel vous allez pouvoir prétendre dans le futur. Donc, c'est un cercle vicieux, en fait. Donc, ces femmes-là qu'il a en consultation, elles sont dans un cercle vicieux où elles enchaînent des compagnons différents, puisqu'elles préfèrent vivre dans le drama et dans l'action d'être avec quelqu'un avec qui vous allez avoir de la confrontation, avec qui il va y avoir du combat, plutôt qu'être confronté à la solitude ou que d'être confronté à la monotonie. Quand elles sont confrontées donc au psychiatre, qu'elles voient régulièrement, le psychiatre leur dit bon écoutez, on va faire un deal. La prochaine fois que vous rencontrez un nouveau partenaire, vous me l'amenez et on va voir ensemble. Je vous dirai si c'est un partenaire qui est bon pour vous et qui va pouvoir vous apporter de la stabilité et du coup du bien-être. On va appeler ça du bonheur si vous voulez. À chaque fois qu'il dit ça, donc oui, il parle de plusieurs centaines de situations. Donc forcément, on pourrait dire que c'est des exemples qui sont ponctuels, mais quand même, c'est très représentatif. Enfin, ça commence à être représentatif quand on parle de plusieurs centaines de situations identiques. Donc à chaque fois, en fait, les femmes rigolent, puisqu'au fond d'elles-mêmes, elles savent très bien quel va être le jugement du psychiatre si elles amènent leur nouveau compagnon. Parce qu'elles savent très bien au fond d'elles-mêmes ce que va leur dire le psychiatre. Donc elles ont tout à fait les compétences de juger elles-mêmes si le compagnon qu'elles viennent de choisir va être bon pour le foyer familial et pour leur équilibre. Elles le savent, mais malgré cette connaissance, alors lui, il va décrire ces hommes-là comme ça va être des gars tatoués avec des messages très vulgaires tatoués sur leur corps, qui ont des comportements qui sont visuellement violents. Dès les premières minutes, on comprend bien que la personne est instable. Et ces femmes-là qui choisissent malgré tout ces compagnons le savent. Donc en effet, ce sont des choix qui sont conscients. Voilà.
Alors aussi, certains vont dire qu'il y a un lien avec la pauvreté, c'est-à-dire que plus on est pauvre et plus on a tendance à tomber dans ce genre de misère. Misère sociale, je parle. Hein. C'est-à-dire que la misère économique amène la misère sociale. Donc il réfute ça tout simplement. Bon, il y passe très succinctement, mais il va nous dire que, en fait, on a, même les plus pauvres aujourd'hui en Occident, même les plus pauvres, sont très 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 majoritairement dans des conditions de confort beaucoup plus élevées que l'étaient nos arrière-arrière-grands-parents. Arrière-arrière-arrière-grands-parents si vous voulez. Mais on a globalement accès à l'eau courante plus facilement, on a accès à l'hygiène plus facilement, on a accès aux soins plus facilement, on a accès à l'éducation plus facilement. Tous les critères de confort sont beaucoup plus élevés, même pour les gens les plus pauvres d'entre nous, aujourd'hui qu'il y a 150 ans. Et pourtant, il y avait beaucoup moins ce type de mal et ce type de violence il y a 50 ou 60 ans. Alors il existait le grand banditisme, etc. Mais ce type de mal qui ronge un peu la société avec de l'irrévérence et de la violence régulière était beaucoup moins présent. Voilà. Donc, ce qui est intéressant maintenant, c'est de comprendre la cause de tout ça. Donc, la cause de cette situation où on va préférer les plaisirs rapides plutôt que de la réflexion à long terme, et ce qui emmène ces situations de misère, en fait, elle est en partie, mais pas complètement, mais en partie due à l'État-providence. Tout simplement parce que l'État-providence, il est une condition nécessaire au comportement puisqu'il le permet. C'est-à-dire que ces femmes, bon c'est pareil pour les hommes, hein, mais ces femmes sont dans des situations où elles n'arrivent pas à travailler puisqu'elles doivent élever leurs enfants et elles sont dans des conditions super difficiles où l'État globalement va les encadrer en termes de travailleurs sociaux pour les aider, en termes de suivi médical offert et en termes d'aide sociale. Les pères vont être aidés aussi financièrement, et ce qui va faire que, en fait, ils vont donner leur argent indirectement ou parce qu'ils ont l'obligation de le faire à leurs enfants quand ils sont présents, qu'ils soient présents ou pas d'ailleurs, et ces gamins-là vont avoir accès à de l'argent avec lesquels sur lequel il va y avoir aucun contrôle, vont acheter des cochonneries beaucoup trop tôt et vont sentir une sorte d'indépendance financière beaucoup trop tôt avec aucune éducation financière, ce qui amène à une catastrophe. Donc indirectement, l'État-providence, en fait, il le permet tout simplement. C'est possible d'avoir 3 enfants de 3 pères différents et de vivre relativement honnêtement. C'est possible. C'est possible parce que l'État le permet. Voilà, alors après, est-ce que c'est normal que l'État le permette ou pas? Ça, c'est pas le sujet ici. Mais en tout cas, si l'État n'apportait pas d'aide financière, c'est complètement impossible, vous vous en doutez, ou infiniment plus compliqué de vivre avec 3 enfants où les pères sont absents et on doit se débrouiller pour nourrir tout le monde. Hein. Donc, c'est une condition nécessaire. C'est pas la seule, mais l'État-providence, en tout cas, permet ces comportements-là, ce qui n'était pas le cas avant. Hein, c'est bien ça qu'il faut dire. C'est-à-dire qu'avant, étant donné que l'État n'aidait pas, c'était la famille qui vous aidait. Et la famille, elle choisissait de vous aider ou non en fonction de ce qui est considéré comme un comportement juste et sain et un comportement malsain. C'est-à-dire que si vous faisiez n'importe quoi, eh ben la famille, elle ne vous aidait pas. Si vous avez une aventure, le mari décède ou quoi que ce soit, la situation est difficile, mais vous avez eu un comportement sain, eh ben la famille vous aide. Donc en fait, il y avait une sorte de régulation sociale et familiale qui se faisait à travers la famille et la communauté. Et maintenant, ça, l'État a pris ce rôle-là. Et lui, l'État, il ferme les yeux. Il ne juge pas, en fait, les situations. Alors, du coup, il dit que l'État est une condition, enfin, l'État-providence est une condition nécessaire, mais il y a aussi une autre condition de laquelle il parle, c'est le non-jugement. Le non-jugement venant des élites sociales. Donc le non-jugement, ça se rapporte justement à ce qu'on disait au niveau de la famille. C'est-à-dire que si vous voulez avoir 4 enfants de 4 mères différentes, vous pouvez et vous aurez les mêmes aides venant de l'État, donc là je parle du père du coup, vous aurez les mêmes aides que si vous avez un comportement beaucoup plus sain, vous élevez bien vos enfants. En fait, vous touchez les mêmes aides si vous passez 20 heures par semaine à vos enfants à les éduquer que si vous êtes un sacré connard et que vous ne passez pas une seule minute avec vos gamins, que vous les abandonnez, etc. Donc là, il y a une absence de jugement. Donc cette absence de jugement, elle est moderne. Elle est moderne parce qu'avant, il y avait la religion chrétienne chez nous qui faisait qu'il y avait en permanence un jugement moral sur nos actions. Et les élites, donc là, lui, il parle des élites britanniques, ont amené cette absence de jugement comme étant une valeur morale plutôt positive, enfin même très positive. Aujourd'hui, on ne doit pas juger. Aujourd'hui, le jugement n'est plus une bonne chose. Donc,
Ah oui, ce qui s'est passé en fait selon lui, c'est qu'on a appliqué les principes capitalistes, donc principes de droit de liberté totale du consommateur, à des principes sociaux. Alors le capitaliste dit qu'en gros on doit consommer ce qu'on veut quand on veut comme on veut, et il n'y a pas de jugement moral, parce que ça arrange le capitalisme. Si vous étiez jugé à chaque fois que vous achetiez un pot de Nutella, vous étiez mal jugé, vous en achèteriez moins. Donc le capitalisme il a tout à gagner au fait qu'on soit pas jugé lors de notre consommation, lorsqu'on dépense de l'argent. Et le souci, c'est que les élites britanniques, donc là, plutôt justement de gauche, ont appliqué ce principe capitaliste, donc plutôt de droite, de la liberté totale du consommateur, au social. C'est-à-dire que il n'y a pas de jugement sur la consommation, entre guillemets, sociale. Donc quand on dit la consommation sociale, ça veut dire vos choix sociaux. Avec combien de personnes vous allez coucher, qui vous allez côtoyer, qui vous allez fréquenter. Vous voulez fréquenter quelqu'un qui sort juste de prison ? Allez-y, pourquoi pas, on n'a pas à juger. Vous voulez fréquenter quelqu'un qui a une mauvaise réputation, qui a une réputation de voleur ? On n'a pas de jugement à avoir. Alors, voilà. Ça, c'est les nouveaux principes moraux qui sont en train de devenir dominants. On le voit partout aujourd'hui, l'absence de jugement. Pareil, moi je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose ça. Je suis pas en train, ça demanderait une vidéo tout entière. Est-ce que l'absence de jugement est une bonne ou une mauvaise chose ? Voilà. On en parlera plus tard parce que là j'ai pas du tout assez réfléchi sur le sujet. Alors c'est un droit qui est possible, cette absence de jugement et le fait de pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut comme on veut, c'est possible et supporté par une armée de travailleurs sociaux, donc qui nous aident quotidiennement si on fait n'importe quoi entre guillemets. Si on fait n'importe quoi, ça veut dire qu'on a plein d'enfants, de parents différents dans des situations où on n'a pas les moyens de les élever, pas les moyens de les faire grandir. C'est supporté par une armée de travailleurs sociaux, de médecins et d'aides financières qui pansent les plaies et qui permettent d'avoir ces comportements qui n'étaient pas permis avant. Voilà donc ce que résume notre auteur. Alors pour conclure, donc lui il a une petite partie, on va dire conclusion de ce chapitre-là. Les patients qu'il a traités ne sont pas déprimés pour la plupart, mais malheureux, donc une distinction importante. Si nous décidions aujourd'hui de redonner de la conséquence et de la responsabilité aux miséreux, c'est-à-dire de redonner de la responsabilité, c'est-à-dire en gros de les aider moins financièrement. C'est-à-dire vous avez 4 enfants, vous assumez financièrement 4 enfants. Voilà. Si on leur redonne de la responsabilité, donc diminuer les aides sociales en gros, ça serait un suicide électoral. Donc c'est quasiment impossible à mettre en place en arrivant aujourd'hui de dire nous arrêtons en gros une grande partie des aides sociales puisque les gens sont irresponsables et l'État n'a aucun jugement moral sur ce que font les gens avec cet argent. Ce qui entraîne la consommation de drogue, parce que les gens ont de l'argent quand même pour acheter des choses, donc consommation de drogue, consommation d'alcool, des fois cet argent est très bien employé, et des fois il est très mal, et le souci c'est qu'on n'a aucun jugement là-dessus. Voilà. Il dit aussi que l'énorme majorité des parents miséreux souhaitent une vie différente pour leurs enfants, donc ils savent qu'ils ont une vie compliquée, mais en fait le milieu social, le milieu parental et l'exemple ne permettra pas d'évolution pour les enfants. Donc en fait ce qui va se passer c'est que les générations qui arrivent, alors lui il a écrit en 2001 donc on est déjà confronté à ça en fait, les générations qui vont suivre ces parents miséreux vont être confrontés exactement aux mêmes problèmes sociaux, ils le savent et en tant que psychiatre il sait très bien que ça va être transmis à la génération suivante. Enfin, la solidarité étatique a atomisé la solidarité communautaire et familiale. Donc en effet avant il y avait un tissu soit religieux, soit familial. Donc quand je dis qu'en fait communautaire, religieux, c'est à peu près la même chose. Avant le tissu communautaire était le tissu religieux. En gros c'était équivalent. Avant vous étiez aidé. En fait c'est ça la structure sociale. Quand quelqu'un était dans la galère, il était aidé par sa famille ou par sa communauté ou par les deux. C'est ce qui se passait. Et d'ailleurs moi c'est ce que je vois en Afrique, au Nigeria. Lorsque la famille est solide, lorsque la famille fonctionne bien, les aides elles sont familiales ou carrément du village. Alors moi par exemple j'étais confronté, petite anecdote, je faisais une randonnée autour de la capitale et on est passé dans un village, tout le monde était super triste et c'est un village que le gars avec qui je randonnais connaissait très bien puisqu'il randonnait tous les dimanches, il passait très régulièrement dans ce village, il leur apportait 2-3 trucs à boire ou peu importe et il avait des très bonnes relations avec ces gens-là qui sont des éleveurs de bêtes quoi. Éleveurs de vaches, donc ils vivent dans des huttes littéralement, ils vivent dans des huttes terre cuite, paille. Et le village était en deuil complètement. Et en fait, ce qui s'était passé quand on s'arrête, donc on s'arrête quand même, on essaye de discuter avec eux pour comprendre pourquoi. On parle de 4-5 personnes on était assis sur des bouts de bois, voilà. Et le gars nous dit, en fait, la nuit dernière, notre fils a été kidnappé, donc c'était le fils du chef du village, a été kidnappé pour lui voler son téléphone. On parle de téléphone à 15 €. Il a été kidnappé et en fait c'est une sorte de vol qui a mal tourné. Ils ont embarqué le gars.
dans sa maison en fait. Et du coup, il a fallu payer les soins du gars, parce qu'en fait il a été envoyé à l'hôpital très mal en point parce qu'il s'est fait tabasser lors du kidnapping. Et ce qui s'est passé, c'est que le père du garçon en question a fait le tour du village pour récolter de l'argent auprès du village. Et c'est comme ça qu'ils ont pu payer les soins d'hôpital, pardon. Et voilà, donc ça, c'est un exemple de solidarité communautaire. Voilà. Là, il y a pas d'aide de l'État au Nigeria. Vous vous en doutez, c'est inexistant. Il y a très peu de pays d'Afrique où l'aide sociale fonctionne. Faut bien. Les pays les plus développés, il y en a un petit peu. Bon, on est à des milliers, à des lieux de l'aide sociale en Europe et encore plus à des lieux de l'aide sociale en France. Mais voilà, donc un exemple de solidarité communautaire. Donc voilà, il conclut là-dessus que le rôle de la solidarité étatique a complètement dilapidé la solidarité communautaire et familiale. Voilà comment il conclut son chapitre 1. J'espère que ça vous a plu, j'étais un peu long, mais bon, c'est le début. Je rends un hommage quand même à Modin Malin parce que je me suis énormément, je vais pas me cacher, inspiré de sa vidéo, même si j'ai été chercher d'autres sources. J'ai été inspiré de sa traduction pour faire cette vidéo, donc je tiens à le remercier. Et c'est un sujet qui m'intéresse, donc je vais continuer à lire ce que raconte Dalrymple, Theodore Dalrymple, pour voir quelles sont les autres pistes, parce que ça m'intéresse énormément. Et en tout cas, j'ai trouvé déjà ce premier chapitre super intéressant, et il creuse des sujets que moi je vis quotidiennement en fait dans mes voyages entre la France et l'Afrique, où j'essaye de comprendre un peu ce qui se passe, et donc ça m'aide beaucoup, et je vais continuer à partager ça avec vous. Allez, à la prochaine.